je vais en parler un petit peu, mais qui est aussi un ami et qui est un doc qui fait du sport. Stéphane a été pendant 20 ans docteur au sein de l'entité Paris Saint-Germain. Donc il connaît bien le sport de très haut niveau. Il est expert en traumatologie du sport, en plusieurs choses, mais dont la traumatologie du sport. Donc si vous allez le voir, il y a peu de cas de figure qui ne le passionnent pas. Il connaît bien le sujet, et notamment le sujet des trailers. Je suis un de ses patients préférés, à peu près. Il est régulier malheureusement. Et donc il fait des cours à la fac. Et donc ce qu'il va partager avec nous ce soir est également à destination d'un public médical. Donc voilà, donc Stéphane Castua, expert, docteur en sport, il va partager avec vous son expérience, ses principes de la préparation physique et comme il fait lui-même du sport, évidemment les pièges de la préparation, une mauvaise préparation physique. Et il vous invitera évidemment à interagir avec lui. Je crois que c'est sa passion, c'est de pouvoir discuter avec ses patients. Je crois que vous êtes tous ses patients ce soir. Merci Stéphane. Merci, je te le voir. Ça va pas être facile parce que je m'agite un peu. Donc en effet, comme l'a DG, ce topo-là, je fais le même au futur général de sport et au futur médecin de sport dans sa version médicale. Et les messages un peu accrocheurs, un peu provocateurs seront les mêmes. Ça va pour... Sérieux. Et on va commencer par les trucs qui fâchent, histoire que vous ne preniez pas pour un mec sympa, mais plutôt pour un mec désagréable. Il y a chaque année, en France, 1500 morts subies de sportifs qui se croyaient tout à l'heure. Et il faut les chercher. Parce que ça se produit toujours un peu quelque part. Et les morts ne portent pas plainte. Les conjoints parfois. Alors j'aime bien les petites anecdotes. On va commencer par une petite anecdote. Toujours authentique, emblématique. Un big boss, un avocat, international, 64 ans. Et allez, je veux cocher mon dernier 42. Et je vais prendre un coach. Et il vient me voir quelques semaines plus tard, parce qu'il avait mal au ventre. Il avait fait tous les réglages possibles. Avec son coach, il avait éloigné le repas, il avait pris des petites compotes en collation, il l'avait fait à jeun. Et à l'interrogatoire, terme que j'utilise peu, je préfère le terme entretien. Alors finalement, on verrait que ça se fait que sur les séances de piste. Sur le long, il ne se passe rien. Mais quand il envoie des 400 au voisinage de VMA, il a mal au pied. Alors qu'en train, ça survient après des heures et des heures d'entraînement. Qu'est-ce que moi, doc du sport, je dois penser chez un mec de 64 ans qui, à VMA, a mal à l'estomac? Eh bien, on appelle ça une ischémie inférieure, c'est-à-dire un manque d'oxygène à la base du cœur, par une artère particulière qui donne des douleurs digestives. Alors gentiment, sans paniquer, je lui dis, écoutez, on va faire une épreuve d'effort. On va faire une épreuve d'effort et puis je vais passer un petit coup de bigot à mon copain, le cardiologue du sport. Et on va voir si on peut faire ça un petit peu vite. Il a bien compris l'urgence cachée et le cardiologue lui trouve un rendez-vous le lendemain. Il avait bien sûr l'artère inférieure du cœur touchée et à tout moment, sur ces 400, coaché par son coach qui n'avait aucune sécurité santé sur sa prise en charge, il pouvait mourir. Donc lui, il était avocat, voilà, il n'aurait pas porté plainte, puisqu'il aurait été mort, mais sa femme survit. Ok. Donc, la médecine, c'est un peu compliqué. Donc, est-ce qu'il y a des coachs ici? Est-ce qu'il y a des gens qui prennent en charge d'autres coups? Il faut des certificats d'aptitude et il faut qu'ils soient faits par des gens experts. En toute honnêteté, à mon âge, je dis ce que je veux. Le certificat d'aptitude signé par le généraliste sur le coin de table, après avoir fait l'ordonnance pour l'angine, ça ne sert à rien. C'est même dramatique. D'accord?
Le questionnaire de la Fédé d'athlétisme actuel est bien plus performant et c'est pour ça qu'il a remplacé le certificat d'aptitude, parce que les morts subites ne sont pas subites, on y reviendra, elles sont dans 90% des cas précédées de symptômes qui surviennent au cours de la pratique. Allez, on les cite: perte de connaissance, malaise, douleur thoracique, palpitations et essoufflement dressé. C'est grosso modo ce que demande la Fédé d'athlète. C'est très bien. Les facteurs de risque de cette morsure, c'est quoi? C'est surtout les hommes. 90%. Mesdames, vous pouvez souffler. Il faut être vieux. Et en médecine, être vieux, c'est avoir plus de 40 ans. Ah bah. La mort subite survient à partir de 40 ans. Chez le tabagique, le mec qui cumule un peu sport et tabac, c'est souvent 35. Et l'âge moyen de la mort subite, 47. C'est super jeune. Ah, pourquoi? Parce que, quelle interprétation on donne à ça? L'interprétation, c'est que, après en gagnant sa graisse, normalement, quand je regarde le petit patient, pas toujours, ils font un petit peu dire, docteur, dans ma fonda. Ouais, mais quand on a un petit coup de gueule, tu veux faire? Bah, doucement. Et puis, en fait, la mort subite, c'est une plaque de graisse qui se décroche et qui se bouche avec un caillot de sang. Et avec l'âge qui avance, les plaques qui se calcifient par une rigide se décrochent moins. Les mecs qui font des douleurs thoraciques avant de faire la mort subite, parce que la mort subite elle est subite, parce que la plaque elle était petite et souple, il faut aller les chercher, et elle se décroche. Et on dit que la maladie cardiovasculaire, c'est une maladie qui dure de 30 secondes à 30 ans. Donc parfois ça dure 30 secondes, et la petite plaque, la déchirure de la plaque et la mort subite, et parfois, comme on dit dans le jargon, inodore. Les antécédents familiaux. Alors ça, c'est essentiel ici. C'est essentiel ici. J'écris encore un petit article, je vous ai mentionné. Il y aura des petits articles relocateurs, c'est « J'ai mal au coude en courant ». Un de mes patients vient voir, il a mal au coude en courant. Le mec, évidemment, il bricole un peu, donc il a eu des injections, des infiltrations, des injections sur la tête, sur son épicondyle. Et puis finalement, bah, je dis, mais quand même, c'est que juste quand vous courez, pas quand vous bricolez. Non, pas quand vous bricolez, tout tourne, ça se passe bien. Ah ouais. Et comme vous le savez, les douleurs cardiaques irradient dans le bras gauche, aussi dans le bras parfois. Parce qu'en fait, le cœur est enregistré à la même hauteur que les doigts. On parle de métavers, des coupés en tranches comme les reptiles, en fait, depuis l'évolution. Donc, quand ça fait très mal, en fait, ça irradie partout. Et ça irradie dans l'étage du cœur et dans l'étage du bras, le plus souvent, les douleurs. Mais ça ne va pas forcément jusqu'au haut, ni ça jusqu'au coude. On l'a mis sur un vélo, il a fait le manque d'oxygène à l'intensité moyenne, il avait des plaques partout, il était sportif, il fumait pas, mais son père avait fait un infarctus à 42 ans. C'est pesant, c'est pesant. Donc si vous avez des antécédents familiaux de crise cardiaque, faites-vous checker. C'est super bien. Ensuite, on peut gérer, parce que vous avez vu, le sexe, l'âge et les antécédents familiaux, on n'y peut rien. Le tabac, c'est hyper important, ça endurcit les plaques. Juste après l'effort, ça crée des spasmes, c'est effroyable. L'excès de cholestérol, c'est classique. La tension artérielle, ça abîme les tuyaux, parce que quand il y a trop de pression, ça abîme les artères. Le stress. Et catégorie socio-professionnelle faible. Niveau de revenu bas. Le mec, le cadre supérieur qui termine en V1, c'est plutôt anecdotique. En fait, c'est pour les adultes, c'est plutôt la misère sociale, parce qu'ils n'ont pas accès à l'information, ils bouffent n'importe quoi, parce que le taux syndicaliste c'est de plus en plus cher. Donc c'est les catégories sociales plus faibles qui sont victimes d'infarctus le plus souvent. Okay. Maintenant, les facteurs de risque de mort subite. On a déjà nos plaques, et qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on va faire la mort subite?
Le premier cupet, nom de Dieu en ce moment, c'est l'infection virale. On ne va pas courir quand on a de la fièvre. Les virus, ils sortent pas par les gouttes de sueur. Ça, c'est une espèce de concept d'entraîneur de football. Il a fallu que je leur tape la tête sur la table. Je t'ai sorti comme ça. Donc, en fait, quand on a une infection virale, le tropisme du virus est musculaire. Vous avez parfois des courbatures, dans le dos notamment. Vous avez un minimal et même dans le cœur. Ça s'appelle la myocardite. Et si vous chantez un cœur dans cet état-là, il va faire un cran, il va vibrer, il va plus propulser de sang. Et quand un cœur vide et ne propulse pas de sang, ça s'appelle la mort subite. Si dans les 3 minutes, on n'est pas réanimé. Donc quand c'est le fou de loi, c'est la mort subite. Ok, il faut que la compétition. Bah oui, donc on envoie un peu les watts. Évidemment, on a tendance à décompenser le process. La reprise du sport. Quand on reprend le sport, le risque de mort subite est multiplié par 56. Et le risque d'infarctus par 100. Ça peut être sport occasionnel. Hein. Ça peut être le syndrome de l'open space. Le mec qui dit ouais, mon copain Aurélien, il m'a dit que 10 km, il fait beaucoup de trail. Hein. Il m'a dit que tu peux t'inscrire à la Tour Eiffel parce que 10 km, en fait, il n'y a pas de course plus petite sur route, donc tout le monde peut faire 10 km. Oh, c'est pas vrai, quoi. D'accord? Donc on s'entraîne, et on s'entraîne régulièrement. On y reviendra. Intensité, durée, fractionnée, variation des... Ça envoie des catécholamines, de l'adrénaline dans les tuyaux. C'est ça. Et ça sollicite le cœur. Puis ça, le froid, le chaud, la déshydratation, la douche. En théorie, avant de faire ouverture, fermeture des vaisseaux avec une douche, ou même du froid, maintenant ce qui est plus à la mode, on attend d'avoir un petit peu récupéré. Et la clope, ça crée des spasmes artériels. Dans les vestiaires, les footeux faisaient ça, ils faisaient des petites clopes dans les vestiaires, et ça c'est dramatique. Les symptômes précurseurs, on en a parlé, la mort subite des parts subite. Ça c'est ce pauvre Jimmy Carter, entouré de ses gardes du corps, qui a dit moi je vais faire un petit footing parce que je vois que le président des États-Unis, il est en forme. Voilà, et maintenant tous les médias l'ont vu facilement comme ça, en ses gardes du corps, il avait tout des... L'entraînement, il doit être progressif et patient. On commence par le volume avant la vitesse. Les contraintes mécaniques imposées à l'appareil locomoteur, elles sont proportionnelles à la vitesse au carré. Donc c'est la vitesse qui est délétère. Ça, c'est un grand truc. Les chevals, si les chevals, ils sont... En fait, c'est des biches minérales, ils courent sur les doigts. Donc ils sont fragiles. Ils ont une VMA, la vitesse maximale aérobie, à 45 à peu près. Donc Eliud il a 25. Donc le chasse il impose des contraintes à son appareil locomoteur. Donc c'est emblématique du long et du long. Parfois un peu à l'excès. J'aime bien trouver. Parfois un peu à l'excès, parce que c'est comme tout, il faut mettre de temps en temps un peu les maths pour la spécificité. L'intensité santé, elle est validée, elle est connue. Elle est entre 60 et 70% de la VO2 max. C'est le meilleur compromis. Bien sûr qu'on peut marcher contre des heures intensité moyenne, mais vous allez en effet y passer des heures. À cette intensité-là, on voit que le risque d'infarctus est divisé par 3 si on fait 30 minutes à 1 heure, 3 fois par semaine, à cette intensité-là. Ça fait 3 à 6% du temps illimité. Donc, quand les gens disent j'ai pas le temps, ah ouais, parce que la journée elle fait 24 heures, donc elle est déjà complète. Mais, la seule solution d'avoir le temps, c'est de. Non, mais bien sûr, j'adore, je me souviens plus, mais c'est ça. Voilà, donc il faut prendre. Allez, encore une petite digression. Je l'avais pas prévu, mais celle-là elle est super intéressante. J'ai une belle étude sur des rats. Et on constate que les rats, spontanément, ils courent 4 km dans leur roue toutes les nuits. L'étude, elle consiste à prendre ceux qui courent le plus au-delà de la coupe de gauche sur la droite, et ceux qui courent le moins. Et puis on les multiplie pendant 10 générations sur le même principe. En toute 10 générations, ceux qui couraient le plus
font 11 km dans leur roue, et ceux qui courent le moins font 3 petits tours et vont manger du fromage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'aptitude et le goût au mouvement est génétique. Donc, aux deux extrémités, on a des déductions possibles. Si on donne un rat qui court 11 km dans le roue de la Ritaline, le traitement de l'hyperactivité pour les adultes et pour les grands parfois, ils vont faire 4 km ou 3 petits tours et manger du fromage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'hyperactivité, ce n'est pas une maladie en tant que telle, c'est un continuum physiologique, et ce qui décrit la maladie, ce n'est pas d'être actif, parce que l'activité, ça a été sélectionné par l'évolution. Et encore maintenant, le mec qui fait du sport, qui bosse beaucoup, bah voilà, on revendique sur le statut de madame femme. Mais c'est la souffrance. Quand il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de maladie. Et parfois, la souffrance s'impose sur ce type de cas. Et puis l'autre élément qui m'en revient pour les j'ai pas le temps de faire du sport, c'est ceux qui font 3 km, qui font 3 petits tours et vont manger du fromage. Ben, dans la population, on en a des comme ça. Et ceux-là, on leur dit, vous allez faire 30 minutes de vélo d'appartement devant Netflix le matin. Et oui, je fais, je ne peux pas. C'est impossible. Ah ouais, son voisin, il descend à 5 heures, il va couler à 15 secondes. Mais lui, 30 minutes de vélo d'appartement devant BFF, il y arrive pas. C'est à cause des mauvaises nouvelles, mais même sur le Netflix, même sur le TVS, il dit donc, ça veut dire aussi que toutes les actions promotionnelles de l'activité physique par les gouvernements sont extrêmement compliquées, parce que ça se heurte à cette culture et ça se heurte à cette génétique. Quand on lit le bouquin sur l'INSERM, le mec, on leur dit, mais vous n'arrivez pas à marcher bien, non, parce que dans ma rue, c'est mal éclairé, il y a des travaux, je ne peux pas marcher. Donc on ne va pas leur proposer des tennis parce qu'ils n'arrivent même pas à marcher. Ils ont toujours des trucs qui les empêchent de venir. Le syndrome du dragster. Alors qu'est-ce qu'il vient foutre une grosse voiture américaine dans la chromatologie du sport et dans la médecine du sport? Souvent, celui qui commence à s'entraîner est victime du syndrome du dragster. Parce que un muscle, un cœur, c'est rouge, c'est plein de sang, c'est plein de vaisseaux, et ça s'adapte très vite. Un appareil locomoteur passif, c'est-à-dire un os, un tendon, vous le voyez bien, c'est ce qui approche chez le boucher, et là c'est gris, et ça s'adapte mal. Et il y a une inertie, il y a une distorsion entre l'adaptation énergétique, cardiaque et musculaire, et l'adaptation de l'appareil locomoteur. Et ils finissent comme une accélère avec un énorme moteur et des petites roues. Et la petite roue, au bout des 400 mètres de seconde, tout a changé. Elle vole en l'air. Ces mecs-là, ils finissent dans mon bureau, et on a vu proliférer. Non, c'est pas. Non, c'est la tâche. Je dis, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de dragster. Il y a trop facile. Non, ça c'est le syndrome de l'open space. C'est dire, on va faire un marathon. J'ai dit, il y a un programme en 3 mois. Mais toi, ton 3 mois, ton menace, il ne va pas s'adapter. Tu peux éventuellement, sur le plan biologique, à 3 fois par semaine, tu vas terminer de défoncer. Mais tu peux éventuellement y arriver, mais tu vas arriver cassé. La blessure emblématique du syndrome du dragster, c'est ça. Alors, je suis Superman, ici, à docteur. Là, j'ai préparé ma main, je suis Superman. Et mon ostéopathe m'a dit que c'était mon psoas. On m'a dit que c'était une tendinite qui coinçait. On m'a dit que c'était une tendinite du psoas parce qu'à l'IRM, il y avait un petit œdème au point où s'accroche le psoas. Ben c'est quoi? Ben, c'est une fracture de l'acquis du col du fémur. On va péter son col du fémur. Le fémur, il est comme ça, quand on appuie sur une seule jambe, il fait toujours comme ça. Et au bout d'un moment, il se casse comme un morceau de bois qu'on aurait cisaillé. Donc il faut laisser du temps, il faut laisser de la patience. La patience, c'est indispensable. On a une donnée, grosso merdo, biologique, c'est le turnover du collagène. Les fibres de collagène, elles sont remplacées dans le corps humain par le turnover en 3 ans.
Et ça représente finalement le temps d'adaptation visuelle. C'est-à-dire que je commence la course à pied, je commence la course à pied. Ils sont pas sages là. Ils sont pas, mais ils sont pas sages. Le temps de du collagène dure combien de temps de Garabagno? 3 ans. 3 ans. D'accord. Et la fracture de l'article du sacrament axénaire? 2 ans. Là, c'est précieux, c'est pas une durée là. 2 mois. Et alors, c'est la fracture de fatigue du col du fémur. Fais attention parce qu'il faut pas que tu fasses ça. Parce que tu vas rester sans courir pendant 4 mois. Je suis sur toi. Hein. Donc, 3 ans. Et je ne sais pas si elle est vraie, mais dans le monde de l'endurance équestre, on dit que les meilleurs champions du monde et les meilleurs entraîneurs du monde sont aux Émirats. Et aux Émirats, un cheval est découvert à 3 ans, on lui donne dessus pour la première fois à 3 ans. Et de 3 ans à 6 ans, il marche dans le sable et dans les cailloux. Il est trop puissant pour aller vite, il va se péter. Il fait de l'appareil, le coq ou l'auteur. Et après, sinon, il commence les copains, il renvoie les watts. D'accord? Donc attention, attention, compétition programme de 3 mois. Ce sont les vendeurs de dossards, ils veulent vous filer. Le groupe Asso veut vous filer un dossard à 150 balles, mais les débutants ne peuvent pas le faire. C'est impossible. C'est impossible. Il faut croiser les entraînements. C'est-à-dire profiter de sa progression physiologique pour faire du vélo, faire de la salle. En toute humilité. Le syndrome du dragster, c'est une espèce de message familial. Ma fille prépare une 42 de Paris. Elle est venue me voir. Elle m'a dit, papa, je vais à l'hôpital. Et on va faire une IRM. Ah ben voilà. J'ai dit, tu croises un peu, tu fais du renfort, tu fais du vélo de ton père. Elle fait que de la course à pied, 3-4 fois par semaine. Elle fait tu te dis bien. Ben ouais, c'est pas possible, c'est pas possible. Ils font du temps. Faut être régulier et assidu. Pas le temps. Alors, il y aura beaucoup de photos de moi parce que je me suis fait recadrer par l'agence France-Presse. J'avais piqué des photos à l'agence France-Presse. Ils m'ont envoyé des avocats. Ils m'ont dit il faut payer parce que Doc, tu utilises trop les photos de l'agence France-Presse. Donc, je vais faire le galop et donc, je vais le mettre en photo. Voilà. Pourquoi je suis beau en photo? C'est normal. Je suis rouge et noir, c'est la marque de fabrique. Étude de Jouvel. Ah oui, ça c'est le spécialiste de la mort subite à l'hôpital européen, Georges Pompidou, encore lui. Arrêtez de vous entraîner le dimanche. C'est quoi cette histoire provocatrice le dimanche? Ça veut dire que quand on s'entraîne une fois par semaine, on multiplie pendant le footing, puisqu'on stimule un peu son cœur, son risque d'infarctus par 20. D'accord? Quand on s'entraîne 3-4 fois par semaine, pendant le footing, puisqu'on stimule son cœur, on multiplie son risque d'infarctus par 3. Mais ce n'est pas grave, puisque j'ai divisé par 3 mon risque de crise cardiaque par rapport au sédentaire. Je prends autant de risques pendant ma séance de sport que le sédentaire qui regarde Plus belle la vie. C'est ton choix Plus belle la vie. Alors, et quand on reprend le sport, ou quand on fait du sport occasionnellement, quand on va faire du ski, du vélo dans les Landes, une fois par an, on multiplie son risque d'infarctus par 100. D'accord? Je vous rappelle, pour ceux qui sont branchés ski, que la première cause de décès en montagne, c'est quoi? C'est quoi? C'est les chutes, c'est les congéens, c'est les... Hein? Bon, je sais pas, c'est trop basse, c'est trop basse. Hein? C'est les bains chauds. Les bains chauds? Eh bien, c'est la mort subite cardiovasculaire. 25% des décès en montagne, c'est ça. C'est le décès. Voilà. Donc, prudence et carreau. Prudence et carreau, si vous n'êtes pas, comprenez que après. Donc, j'aime bien la petite formule. Évitez de reprendre le sport. Mais n'arrêtez jamais. Voilà. Parce qu'il y a... Et alors, voilà. Les adaptations dans les prises de sang et dans les tensions artérielles, tout ce qui est bénéfique, la réduction de la tension, la réduction du cholestérol, la réduction de la glycémie, grosso modo, ça dure 2 jours. Donc ça cautionne en fait les séances prises de la mer, relativement bien éparpillées dans la semaine. Les pertes sont rapides. Après, c'est un tir à l'an. Donc,
En 6 mois à 1 an, en 6 mois à 1 an, en 6 mois à 1 an, le cœur a perdu tous les bénéfices de l'activité sportive assidue. Il faut recommencer. Vous avez changé de boulot, vous avez divorcé, vous avez arrêté, vous avez 48 ans, et on refait tout. On refait tout. D'accord? Du général au spécifique. Cardio, tous les cocktails d'intensité durée, bien évidemment. Du 60%, du 70%, du 80, du 90, du 100% de la VMA, tout ça. Intensité variée, complémentaire. On pourrait évoquer sans fin les concepts d'entraînement polarisé, d'entraînement autour du seuil, d'entraînement polarisé à la côte, 43% en basse intensité, Z1, taquinant, Z2, jamais Z3, zone 3, et puis on envoie 20%. Attention, le 80-20 qui est à la côte, c'est 20% à intensité élevée. C'est pas une séance sur 5 dures, c'est le temps fractionné. Donc grosso modo, ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire que puisqu'on récupère beaucoup et qu'on s'échauffe et qu'on fait un retour au calme après une séance difficile, on ne compte dans les 20% que le temps, pas les séances. Donc ça fait des séances dures quand même. Hein. Ok? Et il y a des Suédois maintenant qui viennent de mettre en évidence que la Z3 et le seul, il faut faire le seul. Donc, en physiologie de l'effort, les vérités sont imparfaites et sont surtout provisoires. Donc, ne vous braquez pas sur des trucs. Moi, j'ai dû changer la physiologie de l'effort depuis 30 ans. On a tout dit et son contraire. Soyez zen. Ah, puis un truc là, par exemple, interdit d'arrêter son chrono au carrefour. Ça n'existe pas. Ça s'appelle l'orthotraining. Vraiment rigide. Wow. Et les datas, là. Les datas, c'est pas la vraie vie, hein, parce qu'en plus, votre seuil, vous l'aviez vu à ce moment-là, puisque vous êtes bien entraîné, c'est décalé, donc au bout de 2 mois, il est fou. Il est fou, votre seuil de fréquence cardiaque ou de vitesse, puisque vous avez progressé. En revanche, votre sensation ventilatoire et de pénibilité reste pertinente. Je sens que là, je commence un peu à être excité, je peux prendre ces 5 minutes d'affilée, je suis au seuil. 2. D'accord? La pénibilité, on dit que c'est assez difficile de travailler sur les cycles. Et certains disent que c'est agréablement difficile, c'est-à-dire on en voit. Bon. Donc, les critères de sensation sont ultra pertinents. Les datas le sont beaucoup moins. Encore une fois, c'est comme les dossards, c'est à forte composante mercantile. Il faut vous vendre des garbés. Et vous ne pas plaît qu'il n'y ait pas de garbés. Vous allez fractionner entre les boulots. Et ça marchait pas mal. Ok? Il voulait faire un arbre de plus à chaque fois. À vitesse élevée. Donc, il faut faire de la force analytique. Bien sûr qu'il faut renforcer ses muscles, ça marche bien. Fonctionnaire, moi j'en ai rien à foutre, regardez dans les séries de mon immeuble. Avant les trails, je monte avec les bâtons. J'ai l'impression de la voix ici, j'adore ça. J'attends l'heure pour votre dessin, c'est ça. Mobilité, oui, bien sûr, le stretching analytique a vécu, peut-être qu'il reviendra parce qu'il y a des qui étaient provisoires, mais pour l'instant on est dans les fascias, c'est-à-dire toutes les membranes. On revient à des concepts millénaires, yoga, pilates, je vous rappelle qu'on est constitué de 60% de flotte. Alors pourquoi on ne se transforme pas en flaque d'eau? C'est parce que nous sommes constitués d'une énorme éponge qui s'appelle des fascias, qui sont très hydrophiles et qui structurent notre corps. Donc il y a une continuité entre l'extrémité des orteils et le dessus des yeux. Si on dissèque, on a une continuité, on peut faire une empreinte complète. Donc on étire tout. Et c'est pour ça que l'étirement avant ou après le run n'est pas forcément une bonne chose. En revanche, la séance de mobilité hebdomadaire paraît pertinente. Je vous rappelle juste un truc pour les étirements de récupération. Quand on court, plus encore quand on descend, on a le membre inférieur qui fléchit, suivi des membranes musculaires et les fibres musculaires qui tirent dans l'autre sens pour freiner. Ça s'appelle la contraction excentrique. C'est ce qui fait qu'on a plus de courbature en course à pied qu'à vélo. Okay. Si vous vous étirez, vous reproduisez exactement le même truc. Donc,
les étirements après la course ne favorisent pas la récupération musculaire. On peut évoquer un peu de réduction de tension, c'est un peu conceptuel, il y a des récepteurs, qu'on appelle des récepteurs biologiques, qui réduisent un peu. Mais si c'est fait de façon extrêmement réduite, et en aucun cas, ça correspond au gain d'amplitude. On dissocie le gain d'amplitude de la récup, et on préfère une séance de mobilité hebdomadaire à des étirements systématiques. Mon rôle de médecin du sport, c'est de promouvoir l'activité. Donc, on n'emmerde pas les gens avec des trucs, des protocoles lourds, on les emmène, ils vont courir. Parce que déjà, celui qui n'arrivait pas à se lever, si le matin il fait un gros footing, ben, il ne fait pas d'étirement, parce que moi je veux juste qu'il rentre, je ne veux pas essayer. La proprioception, la technique, bien sûr, c'est un équilibre entre elles, c'est indispensable. Et il faudra être pour cela de plus en plus spécifique. Du thématique au spécifique, donc on l'a dissocié, et on essaye la spécificité. La spécificité est dissociée. En fait, vous avez plein de thèmes, et c'est l'association des thèmes qui fait la spécificité du travail. Le syndrome du travailleur citadin. Ah, ça c'est le doc, on voit. Il n'y a que la plutôt noire. Mais c'est pas mal, c'est gentil, on voit. Donc, je décris des syndromes du travailleur citadin régulièrement. C'est-à-dire que le mec qui s'entraîne, il n'a pas forcément la chance d'habiter à Fontainebleau, quoique. Non, c'est pas vrai, mais il y en a qui vont à Fontainebleau sur les 3 pignons, les 3 pignons, ça ne sent pas en train. Et la Nicolas, non plus. Et le parc Saint-Cloud, parfaitement. Les délivrés sont dérisoires, le Trocadéro, c'est dérisoire. D'accord? Donc, inévitablement, c'est pas j'appelle pas 5, quoi. Il n'y a rien avec la rotule défoncée. Ok. Ça veut dire. C'est pas là que je viens, il pas la rotule. Non, il va pas faire la rotule, c'est pas lui parce qu'il a dit qu'il faut d'aller. Donc il quand même, il a un assis d'un squat dans le coin quand même. Et là tu vois, c'est pas le mec de voir. Alors à propos de rotule, mais la dernière fois je l'ai vu arriver et le mec fait une fracture de fatigue du socle du cartilage de sa rotule. Il a fait ça et ça rotule. Pour la vie entière, il a perdu la moitié de son cartilage. Et défoncé. On s'est battu, on l'a opéré, on lui a fait des perforations pour que l'os saigne et crée un peu de fibrose. Il n'aura plus jamais de cartilage sur sa rotule. Voilà la vie entière. Un syndrome de travailleur citadin. D'accord. Il est un peu victime de la surenchère. Quelle est la durée de ma santé? On a des infos et on a des informations assez intéressantes. On a la grande étude de Framingham. Framingham, c'est une ville américaine qui a été étudiée sur toutes ses cultures. Sur le plan cardiovasculaire, sur le plan métabolique, sur le plan mécanique. Ils ont mis en évidence que les bienfaits du sport commençaient à diminuer à partir de 7 heures hebdomadaires, l'équivalent de footing à 10 km/h. À partir de 7 heures hebdomadaires, ça ne devient pas mauvais, mais les bénéfices diminuent sur une population moyenne et statistiquement. Et quand on regarde la paléontologie, la médecine paléolithique, la médecine évolutionniste, c'est essentiel. C'est la plus grande étude longitudinale. On est bipède depuis 6 millions d'années. Il n'y a pas beaucoup de labos pour tester les molécules sur 6 millions d'années. Donc, lorsque on étudie la population des chasseurs-cueilleurs, un chasseur-cueilleur, grosso modo, au débat d'experts près, ça fait 2 heures de chasse à l'épuisement du gibier, par ailleurs, parce qu'il était intelligent et il se relayait, il coinçait la bête. Chasse à l'épuisement, 2 heures, 1 jour sur 2, 3 fois par semaine. Et bien c'est étonnant, mais ça correspond à Framingham. L'ordre de grandeur, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de faire 7 heures. Ça veut dire qu'au-delà de 7 heures, on est en compromis. On peut être talentueux et qu'on peut gérer son compromis avec de la récup, avec de l'entraînement coincé, mais prudence. Si tout le monde faisait 7 heures, ce serait exceptionnel. D'accord? Donc on parle avec trainer, ça fait beaucoup. S'apaiser sans s'épuiser. Ça, c'est aussi un petit élément de langage du Dutch. En fait, vous vous souvenez les rats qui courent 11 km là? En fait, c'est des hyperactifs, ils sont contents et ça se passe bien. Et puis c'est des leaders. Okay? Et dans mon cas, j'ai ces gens-là, c'est-à-dire que je suis là, moi, le mec, il est chef d'entreprise, il est cadre dirigeant, il est avocat,
Et puis en même temps, il est Ironman, il est trailer. Alors, il dit, voilà, j'ai besoin parce que ça m'apaise. Ouais, quand j'en suis là, je suis bien. Mais en revanche, le mec, il a 47 ans, voire 52. Et la méthode, elle marche plus parce que, pour s'apaiser, il a besoin de se défoncer. Et il faut trouver un moment, une autre méthode pour s'apaiser. D'accord. La surenchère ne peut pas être la méthode. D'accord. Et Bouddha nous a dit que finalement, l'aspirine de l'apaisement, ça peut être la méditation. Et il y a beaucoup de sportifs qui font de la méditation. Parce que ça ressemble d'ailleurs au sport. On accueille sa respiration, on accueille son corps assis, son corps en mouvement. On peut faire de la méditation en courant. Et ça nous apaise. Et on ne peut pas utiliser l'épuisement pour s'apaiser jusqu'à la fin de la série. C'est impossible. Ultra. Faut-il maîtriser la douleur? J'ai écrit un petit article là-dessus. Je ne sais plus comment elle s'appelle, une grande ultra-traileuse qui commence son bouquin, qui m'a inspiré l'article. Par son épreuve au marathon des sables, elle a mal au bide, mais effroyable, du début à la fin. Elle dit voilà, ça c'est le chemin de vie. J'ai eu mal au pied, j'ai eu la chiasse, saigné, et ben j'ai fini le marathon des sables. Il y a des nécroses coliques, des infarctus du côlon pendant l'effort. C'est-à-dire que lorsqu'on court, le sang va vers les muscles, et quand il fait très chaud pour le marathon des sables, il va aussi vers la peau, pour transpirer et pour évacuer la chaleur. Donc, le tube digestif est de moins en moins vascularisé. En plus, on lui demande de bosser. En plus, il est secoué. Ce phénomène-là est beaucoup plus présent en course à pied qu'à vélo. Il est encore plus présent en trail, en descente. Et je vous rappelle que 50% des abandons, c'est des douleurs digestives. Et cette ultra-traileuse, si elle avait fait la nécrose du côlon dans le désert, elle serait morte. Non, on l'aurait pas transférée. Okay. Donc il ne faut pas mépriser la douleur. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas accueillir la douleur. La pénibilité. Mais il faut gérer le curseur. Et gérer le curseur avec un peu de connaissance. Quand même. Chez les chevaux, j'aime bien ici, c'est vraiment l'endroit pour faire la correspondance avec les chevaux. Il y a des contrôles veto pour toutes les boucles. Et quand le cheval est déshydraté, et quand le cheval a le cœur qui bat la chemin, et quand le cheval est comme ça, et ben on l'arrête. Mais des trailers qui continuent en ces cas-là, il y en a des wagons. Ils prennent des caches. Continue quoi. Et avec quelqu'un qui a un mi-chemin des deux cultures, j'ai dit, à ton avis, il y aurait quel pourcentage de trailers qui valideraient leur parcours s'il y avait des dog gates? Ça s'appelle des dog gates. Il y aurait une. Il en arrêterait 20%. Il en arrêterait 20%. Alors pourquoi c'est ça? Alors j'étais un peu provocante parce que, bien sûr, on protège le cheval parce qu'il n'est pas là de son plein gré. Ah oui, on lui a dit tu vas faire ça. Faire 160 bornes. C'est dur quand même. 100 miles. Ouais. Mais j'aurais l'audace de dire que parfois, le trailer non plus. Parce qu'on est des êtres complexes. On a notre inconscient, on a des cases à cocher, on a des réconciliations à faire avec soi-même. Et puis on a le message de l'open space. Parce que Thierry, il a fait l'UTMB. Putain, Thierry, il est à côté de moi, c'est menti là. Moi, j'ai fait aussi, foiré. Donc, on ne se cale pas sur la surenchère. Ça finit mal, cette surenchère. Tac. Donc, une semaine T. Allez, je commence par la séance essentielle, celle qui fait progresser. Je vous rappelle que l'entraînement ne fait pas progresser. L'entraînement ne fait pas progresser. Parce que quand je termine mon marathon, par exemple, une séance de physio, je passe la ligne.
Serais-je capable de faire demi-tour et de rejoindre le départ en améliorant mon chrono? Bah, pas forcément, hein. Je pense pas. Ça veut dire que ça m'a usé. Et ce qui va faire progresser, c'est la récupération après. On parle de surcompensation. Donc, il faut se reposer. Les progrès sont repos. Et d'autant que pour nous qui sommes un peu des addicts, c'est une vraie séance qui protège de l'addiction. Alors on peut faire un peu de mobilité, si on a besoin intellectuel, machin, pour ça. D'accord? Moi qui suis un peu addict, le haut progresse maintenant, je ne m'allonge pas forcément à montagne avec ça tous les jours. Mais, je me fais ma petite séance de mobilité. Ouais. Le mardi, on fait du seul. Allez, messieurs, ça passe, ça tient, la physio, l'entraînement polarisé, non, ouais. Bah, les Suédois, ils ont dit que c'était pas mal, donc finalement, je trouvais ça il y a encore 10 ans, c'est pas mal, alors faire tout seul. Le mercredi, on fait récup active. Le footing de décrassage existe-t-il? Je ne suis pas convaincu que le footing de décrassage existe. Parce que, on a plein de raisons pour ça. La contraction, vous avez vu, elle est pliométrique, comme ce que je vous ai écrit avec la courbe excentrique. Je freine et je relance. Ça s'appelle la pliométrie. Ça abîme les fions. Donc, régénérer un muscle en lui mettant des contraintes mécaniques agressives, ça ne paraît pas forcément être une bonne idée. Et puis, ce qu'on sait, c'est qu'un footing lent, la flexion de tension de genou, elle est de 30 degrés, c'est dérisoire. Donc en fait, le muscle, il se draine pas, il n'est pas mobilisé. Donc pour mobiliser avec pas de contrainte de freinage, on fait quoi? On fait de la natation, on fait préférentiellement de la brasse, on fait du vélo, c'est pas mal, en moulinant sur petit braquet, on fait de la salle, c'est pas mal la salle. Ouais, pour le trail. Ah oui, elle est là à l'époque où je repars après de cette nuit. C'est là. On attend pour la méthode que j'attends. Voilà. Le chenille. On va faire du fractionné. 90% du level de max, 100%. Mais cette vitesse-là, vous ne l'utilisez jamais en course. Vous n'avez pas besoin de la gestuelle. Parce qu'il est 30-30. Mais les 30-30, ça me fait bouffer. Ça nourrit ma famille, ça m'emmène en vacances. Surtout quand c'est Sylviane et Robert qui sont inscrits récemment au club, ils veulent faire ça. Et l'entraîneur, il a 70 km de VO2 max et Sylviane, elle a 35. Elle a 2 fois moins. Il ne peut pas avoir l'empathie, c'est impossible. Parce que une VO2 max 2 fois plus faible, c'est comme si Kevin, entraîneur d'athlète de 70 kg, pour diviser sa VO2 max par 2, il faut un sac à dos de 70 kg. Il faut qu'il devienne un Sherpa. Et donc, Kevin, tu prends un sac à dos de 70 kg et tu fais le fractionné de Sylviane. Et c'est pas un il ne va pas y arriver. Il ne va pas y arriver. Donc, attention, la VMA courte, c'est des vitesses élevées sur des appareils locomoteurs non adaptés chez le débutant ou chez le senior. Et c'est des accélérations permanentes. Donc s'il y avait un truc à faire, c'est plutôt la VMA longue, et pas tout de suite. Il y a un vrai chemin. Si vous écoutez le choix A, il marche pendant 3 ans. C'est la VMA longue, ou pour s'initier à la VMA, la petite accélération finale en fin de run. Ça, c'est mieux parce que le cœur il est adapté, parce que le cœur il est accroché. Et on va être activé après comme cela. C'est trop content. Après, la courbe de cardio bien élevée, c'est-à-dire Robert qui est plus de 40 et 50. Donc, le 30-30 sur l'électrique, c'est pas mal, parce que je vais profiter de mon syndrome du Dragster. C'est-à-dire que mon cardio a bien progressé, mais mon appareil locomoteur est en retard. Donc, je vais envoyer sur l'électrique, je vais faire un 30-30 avec des critères de pénibilité. Les watts, les machins, c'est compliqué sur l'électrique, et on se réfère à la pénibilité. C'est très dur. Pendant les 30 secondes, c'est très dur. Et puis, quand on engage les bras, eh ben, on gagne. C'est un vrai gainage fonctionnel. Je vous rappelle que seul pour certains qui finissent en rampant, on ne fait pas du trail, à plein ventre. Ça veut dire quoi? Ça ne fait pas du trail à plein ventre, mais qui rond de top là, pas très loin. Ça veut dire que l'élément clé, c'est que le renforcement musculaire il est ultra spécifique. Je me renforce à 30 degrés, je progresse à 30 degrés. Je fais des squats profonds,
je m'entraîne en squat profond. Donc ça sert à rien pour la course à pied, j'ai pas de squat profond. Ok. Donc, le gainage sur des avant-bras, c'est seulement pour ceux qui finissent les trails en rampant. Sinon, ça ne se transfère pas vers l'activité spécifique. Un peu sur le plan métabolique local, mais en termes de coordination, vous perdez. Vous perdez. L'elliptique, quand j'engage les membres supérieurs et que je bosse des obliques dans une stabilité proche de la course à pied, voire de la marche avec bâton, là je transfère. C'est de la pub. Vous voyez l'elliptique chez du trailer. Ok? Le vendredi, on fait du renfort et du cardio en salle, de la mobilité. On peut se faire un petit maraîchage. Le renfort, ça marche bien en surfatigue. C'est ce que je fais là. Je reviens du run, j'ai encore la panoplie de l'extérieur, et je me fais un peu de deadlift. Voilà, je suis déjà fatigué et j'envoie sur du renfort. Il y a plein de matos. Il y a plein de matos dans les salles, moins traumatisants que la course à pied, qui se transfèrent aisément vers le trail. On a vu l'elliptique, on la tête qui remonte, on peut grimper pendant des bords, alors que sur mon parcours habituel, c'est impossible. On peut faire du stepper, et on peut faire de l'escalier. Par exemple, ou du vélo 30-30. Donc quand on se gaine sur un vélo et qu'on ne bouge pas comme un cycliste, en fait ça ressemble, sur un spinning, ça ressemble au crapano boss. Donc on envoie comme ça, ça marche bien. Et l'escalier c'est vachement bien parce que, alors j'ai un petit patient qui a fait une entorse de cheville, qui a une entorse de cheville, tu vas regarder l'entraînement, mais tu ne vas pas aller plus dans les cailloux, les entraîner à la racine. Donc je vais te sensibiliser au bonheur de la salle de sport. Alors souvent, mec, ouais, mais moi j'aime bien les oiseaux, j'aime bien sentir la rosée, tout ça. T'essayes. Et puis, progressivement, tu vas prendre tes marques. Et dans cette anecdote authentique, après, j'ai commencé à prendre mes marques, et puis je m'étais concocté mon petit programme, puis je frappais, j'ai réquisitionnais ce cabinet là. Il avait le t-shirt de la Diag des fous, et il ruisselait. Et d'un côté, il avait une serviette et l'autre un bidon. Et mon petit patient vient le voir, il dit tu mets ce que tu es pêcheur, hein. Dis-moi, l'escalier, tu le libères dans combien de temps? Le mec, il regarde, il chante, toi, puis dans 2 heures et demie. Et c'est, voilà. Donc, ça veut dire que même des ultras peuvent avoir la bande passante. Et là, il fait que de la montée. Donc, il bosse son cardio, il bosse son renfort, il ne se défonce pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas bosser les descentes, mais il va les bosser en état avec moins de fatigue et donc avec plus de coordination. Allez. Le samedi. Alors j'aime bien ce truc-là, parce que les week-ends, même les week-ends parisiens, ou les week-ends Île-de-France un peu choc, ça évite la surenchère dans la semaine. Si vous faites des modules, un peu branchés endurance le week-end, ça marche très bien. Donc le samedi, on peut faire une longue course en terrain d'arrêt. On coche la case. Et le samedi, on ne mange pas de glucides. Pas de féculents, pas de fruits, pas de sucreries. On fait des immenses salades avec des oléagineux, plein de protéines, du poisson, la viande, les œufs. On n'a pas faim. Et le lendemain, le dimanche, on fait une vraie séance à jeun. La séance à jeun. On va lui demander mon pote parce que lui, il aime bien la nutrition. Dis-moi. Alors raconte-moi la séance à jeun. À quoi elle ressemble chez toi, la séance à jeun? On part le matin, Ça manger, c'est ça? Et ça, c'est efficace? Est-ce que tu as des réserves de sous dans tes muscles? Voilà. Oui, je pense. Ah oui? Ah ouais? Donc ça sert à rien, t'es d'accord ce que tu fais? Ouais. Ah ouais, et t'as appris, c'est ça ce que tu fais. D'accord. Donc la séance à jeun du matin, elle n'est pas tellement à jeun, puisque le sucre que vous avez ingéré depuis l'entraînement précédent est venu dans les muscles. Et puisque à chacun son boulot,
le sucre qui est rentré dans le muscle, il ne peut pas sortir pour aider au maintien de la glycémie, plutôt que dans le sang. Si vous voulez briller en société, vous dites que le muscle n'a pas de glucose 6-phosphatase. Donc le glucose, il reste, glucose 6, il reste dans le muscle. D'accord? Et l'organe qui contribue au maintien de la glycémie, c'est le foie. Donc quand vous êtes à jeun le matin, vous avez réduit un peu votre stock de sucre du foie, mais vous n'en avez pas les muscles. Donc, votre sortie matinale, il n'y aura aucun souci. Il n'y aura aucun souci. D'accord? Et on peut s'entraîner systématiquement comme ça. Tous les jours. C'est pas une chose, d'accord? Parce que prendre un petit déj avant d'aller courir, alors qu'on court à 6,5, c'est compliqué quand même. Ça sert à rien. Donc, pour être vraiment à jeun et créer des adaptations indispensables à l'utilisation des graisses, il faut que le muscle soit vide de sucre. Et ça, c'est possible. Et ça, c'est possible lorsque vous cumulez deux sorties un peu engagées avec absence de recharge glucidique entre les deux. Donc, vous faites un petit week-end choc à la parisienne. Vous faites une sortie longue en trottinant. Vous épuisez en grande partie vos réserves de sucre, vous ne rechargez pas, et le lendemain, vous faites un truc un peu moins dur, un peu lipidique justement. Et le lipide, vous savez, les graisses, elles se consomment à 60% de la BMA, on appelle ça la lipomax, et on fait du vélo, on fait du VTT, on fait de la rando course avec bâton. Pensez au bâton. Si vous faites des compétitions avec bâton, il faut utiliser les bâtons à l'entraînement, parce que vos membres supérieurs utilisent la pêche pour soulager vos membranes. Il faut qu'ils soient adaptés, il ne faut pas revenir voir le doc avec une tendinite du coude. Et en effet, le mec il se traîne pas avec des bâtons, des bâtons en malsac. Il va voir, il a mal au coude. Je dis, bah oui, mon pote, il faut utiliser les bâtons à l'entraînement. Encore été surpris un peu. Voilà. Donc il y a Kylian Jornet qui est là. C'est un pote à moi, non, on va prendre je vais vous déjeuner quand même. Voilà, sur votre petit vélo. Dans une sortie à la cool, c'est en bord de Loire avec François Premier, j'ai fait ça. Voilà. Et c'était pas tout. Voilà. Alors, des spécificités de canicross. S'il fallait réfléchir, bon, moi j'ai un petit chien, il est trop mignon. Mais lui, mais jamais quand je prends avec lui, putain, il me fait mal autour du cou quand il accélère. Donc, je comprends quand même qu'il y ait besoin d'un certain gainage. Donc, je vous invite à renforcer l'ensemble de votre ceinture abdominale et de votre dos. Adaptation tendineux musculaire à la survitesse, ça encore. Dans le coin, on en a eu. Quand le chien vous tire, évidemment, vous allez plus vite que votre vitesse naturelle et votre appareil locomoteur est surpris. D'accord? Donc, pour adapter ces tendons à ce freinage intensif à chaque répétition, il faut faire du freinage progressif et du freinage lent, avec des squats lents, de préférence sur une seule jambe. Parce que la course à pied, c'est sur une seule jambe. Bien sûr, les fentes, c'est bien mieux. C'est bien mieux que les squats et la presse sur une seule jambe, c'est essentiel. Je vous rappelle qu'il y a un seul bipède qui galope, parce que nous, on est des trotteurs, ok? En anatomie comparée avec le cheval, quand on court, on trotte. Il y a un bipède, ce sont des bipèdes, d'accord? Il y a un bipède qui galope. Moi, regarde mon ami là, parce que lui, il est très très concentré et il sait quel est le bipède qui galope. On a un bipède qui galope sur cette... Comment il s'appelle le bipède qui galope? Hein? L'homme. L'homme. Non, on vient de dire que l'homme, il trottait. Ah. Donc, le seul bipède qui galope, il est dans un continent endémique, c'est-à-dire qu'il est isolé du reste de la Terre. Il s'appelle le kangourou. Alors, voilà. Donc, pour on est des trotteurs, et le kangourou est un galopeur bipède. Ok? Donc, et les renforts, c'est surtout sur une jambe. Ok? Et puis, il faut revenir avec le chien. Ah oui. Ah, et ben voilà. Toutes les questions sont excellentes. Oui, c'est pas ça, mes amis. Toutes les questions sont bonnes, hein. Soit j'en ai pas parlé, soit vous n'êtes pas d'accord. Décidez. Oh, regarde, il y a un copain à toi là-bas.